Je m'appelle Aurélie Dudésert, effectivement, je suis professeure des universités à l'Institut d'administration des entreprises de Poitiers et chercheur en management des systèmes d'information. Et donc je suis animatrice de ce club depuis sa conception courant 2014. Alors, je suis vraiment ravie de vous accueillir tous ici. Je suis ravie de l'engouement que suscite cette présentation, enfin l'ensemble de la présentation des travaux du club. Et donc, ce que nous allons faire dans ce premier temps d'échange, donc dans cette première présentation, je vais essayer de vous synthétiser l'ensemble des résultats que nous avons co-construits cette année avec les membres du club, donc tout au long de l'année 2014. Et puis, j'ouvrirai effectivement sur les perspectives que l'on voit pour l'année 2015. Voilà. Donc pour vous présenter ça, je vais structurer le propos en 4 temps. Donc tout d'abord, je vais vous rappeler l'esprit et le rôle du club digitalisation et organisation. Ensuite, je vous présenterai les modalités de travail que nous avons mises en œuvre cette année. Puis, je passerai le principal temps de ma présentation sur la présentation des principaux résultats du club. Et donc, je conclurai en vous présentant le programme, de manière un peu plus détaillée, le programme de l'après-midi et la présentation des intervenants. Alors, l'esprit et le rôle du club. Donc, nous étudions dans le cadre de ce club un phénomène qui est celui de la digitalisation. Donc, ce qu'on appelle la digitalisation, c'est la transformation des organisations sous l'influence de la mobilisation massive des technologies de la communication et de l'information dans les pratiques de travail individuelles et collectives. Donc la digitalisation dans les organisations a un certain nombre de conséquences, notamment en interne. Elle a pour conséquence d'accélérer très fortement la circulation de l'information, donc entre les collaborateurs, mais aussi entre les collaborateurs et l'extérieur de l'organisation. Donc ceci va conduire à un certain nombre de conséquences, et en particulier, une des très grandes transformations, c'est la transformation des modalités de coordination du travail. L'information va circuler si rapidement et en si grande quantité qu'il va devenir extrêmement difficile, voire impossible, de contrôler cette information par le biais d'une structure hiérarchique. Donc la conséquence, c'est que les modalités de travail qui vont se mettre en place, de manière tacite, vont être principalement des modalités qu'on appelle d'ajustement mutuel, c'est-à-dire de coordination directe entre des acteurs, et que la coordination par la supervision hiérarchique, là, devient au moins en question, enfin rentre au moins en question dans les organisations. Donc ce qui fait que pour la très grande majorité des organisations, il va y avoir une remise en cause profonde des pratiques de travail, puisque la grande majorité des entreprises aujourd'hui restent structurées autour d'un paradigme qui est celui du command and control, c'est-à-dire celui de la spécialisation des tâches et du contrôle de l'exécution de ces tâches. Donc là, il y a quand même une grande question qui va émerger sur comment est-ce qu'on arrive à gérer cette transformation. Et c'est justement les deux grandes questions qui sont à l'origine des travaux du club. Donc la première question que l'on a posée, c'est vers quel type de figure et de pratique du management aller pour rendre les entreprises efficaces dans ce nouveau contexte. Donc, c'est-à-dire, en fait, quels sont les nouveaux rôles et les nouvelles pratiques de management qui vont émerger dans les organisations, dans ce nouveau contexte de transformation. Et la deuxième question qui est à l'origine des travaux du club, c'est comment accompagner les entreprises dans cette période de transformation entre un modèle d'avant et un modèle d'après le digital. Alors, ces deux questions ont été à l'origine de la création du club, et le club a été conçu sur un modèle assez original, puisqu'il s'est voulu à la fois un lieu de ressources, donc comme un club d'entreprises qui rassemblerait des entreprises comme il en existe un certain nombre, mais également un lieu de co-construction
entre des acteurs qui viennent d'environnements différents. Donc, au sein du club, on va trouver des entreprises qui se positionnent sur des marchés différents. On va trouver des acteurs qui viennent d'entités différentes, de fonctions différentes. Et on va également trouver des chercheurs qui vont amener un regard différent sur le problème. L'objectif est de croiser l'ensemble de ces perspectives pour pouvoir contribuer au développement de nouvelles pratiques de travail. Donc j'en arrive maintenant au deuxième temps de ma présentation pour vous rappeler les modalités de travail que nous avons mises en œuvre cette année. Alors, pour pouvoir traiter ces deux grandes questions, cette année, nous avons choisi de travailler autour d'abord de trois grands thèmes qui nous sont apparus comme les prioritaires. Donc ces trois grands thèmes sont d'abord le rôle, les ressources et les compétences du responsable de transformation digitale. On voit apparaître dans les organisations cette figure qui commence à émerger et la question était de savoir si finalement ce rôle était un rôle entre guillemets marketing, c'est-à-dire un rôle qui finalement n'était juste qu'un habillage d'une fonction existante ou s'il s'agit véritablement d'un acteur avec des compétences particulières, avec des connaissances particulières. Deuxième grand axe de recherche, celui des nouvelles organisations et des nouveaux comportements au travail qui apparaissent. Là aussi, il est paru intéressant d'étudier en détail ces nouveaux comportements. Est-ce qu'il y en a réellement des nouveaux comportements liés au digital? Troisième axe, le partage des connaissances à l'ère du digital. Aujourd'hui, on sait bien que la connaissance est la ressource clé pour la très grande majorité des organisations, la connaissance des collaborateurs. La question, c'est comment est-ce que les pratiques de partage des connaissances qui sont mises en œuvre sont transformées avec l'arrivée du digital. Donc ces trois thématiques ont été étudiées au travers de trois grands dispositifs de travail. Donc nous avons d'abord travaillé sur chacune de ces thématiques par groupe de travail. Donc nous avons réuni l'ensemble des membres du club en présentiel. Donc avant chaque séance de travail, nous faisions un travail préalable, c'est-à-dire qu'il était adressé un questionnaire à l'ensemble des membres du club. Les membres du club répondaient à ce questionnaire autour de la thématique étudiée. Et ensuite, je faisais un travail d'analyse de l'ensemble de ces questionnaires qui permettait de présenter en première séance de travail une restitution de l'ensemble des points de vue et des tendances émergentes. Donc ce travail de restitution nous a permis d'aller très vite dans les échanges dans le cadre des séances de travail et nous avons ensuite enrichi ces échanges dans les séances de travail en mobilisant les perspectives de deux chercheurs, d'un praticien et d'un chercheur qui étaient experts sur le sujet. Donc ceci nous a permis de construire un certain nombre de résultats qui ont ensuite été enrichis par des échanges sur le site du club et puis par le troisième dispositif qui est la production du livre blanc qui est actuellement en cours de rédaction et dont je vais vous présenter en gros les principales articulations, les principaux résultats aujourd'hui et ce livre blanc sera ensuite enrichi suite aux échanges que nous aurons aujourd'hui dans le cadre de cette séance. Alors, comme le rappelait Quentin, le club est composé de 18 entreprises et organisations. Nous avons également eu la chance de pouvoir entendre 6 personnalités qui sont venues échanger avec nous sur leurs perspectives sur ces différentes thématiques. Donc, dans l'ordre alphabétique, tout d'abord Olivier Amprimo, directeur du développement collaboratif de L'Oréal, puis Pierre Fayard, professeur des universités à l'IAE de Poitiers, Arnaud Gienpavicchi, qui est responsable recrutement et marque employeur à l'APEC, Stéphanie Missionnier, professeure à HEC Lausanne, Nathalie Mitef, professeure à la London School of Economics and Political Science, et Céline Ziglinger, responsable engagement et communauté pour Sanofi Pasteur. En parallèle, nous avons également bénéficié évidemment du soutien et du regard de nos sponsors. Nous avons notamment eu la chance d'avoir les témoignages de Sophie Delmas et Ziryeb Marouf qui nous ont également apporté des éclairages en tant que sponsors sur ces sujets, donc qui ont permis d'aller aussi plus loin dans la réflexion. Voilà, donc j'en termine là sur les aspects un peu présentation des modalités et de ce qu'est le club. Et je vais rentrer maintenant dans la partie un peu plus concrète sur les résultats des travaux du club. Pour vous présenter ces résultats, donc je vais les articuler autour de 3 points. Tout
tout d'abord, donc, je vous présenterai le diagnostic en tant que tel que nous faisons aujourd'hui sur le digital, puis les pistes d'amélioration que nous proposons, et enfin les perspectives de travail que nous proposons d'ouvrir pour l'année 2015. Alors, synthétiquement, tout d'abord, ce qu'il faut avoir en tête, à mon sens, c'est que globalement, la digitalisation dans les organisations est bien partie et que toutes les transformations en cours sont rentrées dans une très bonne dynamique. Il y a véritablement, ce phénomène est véritablement concret, il veut dire quelque chose, ce n'est pas qu'un discours ou qu'une orientation de communication des organisations. Clairement, la digitalisation est en marche. Des démarches structurées sont mises en œuvre dans de très nombreuses entreprises et on va le voir que ça concerne effectivement, a priori, vu la représentativité du club, ça concerne la très grande majorité des entreprises aujourd'hui en France. En parallèle, on voit effectivement et concrètement l'émergence d'une nouvelle figure, c'est-à-dire d'un nouveau rôle clairement énoncé, qui est le responsable de transformation digitale, qui a des compétences particulières et des connaissances particulières, et qui va donc nécessiter une gestion des ressources humaines particulière. Troisième point, qui peut paraître un peu plus étonnant, mais on assiste concrètement à une reconfiguration autonome de la part des collaborateurs des pratiques de travail. Il y a désormais, et ça s'est fait de manière tacite, mais il y a désormais un autre rapport au temps, au lieu, à l'espace de travail, et qui va très vite poser la question de ce qu'est le sens du travail et de ce qu'est réellement le travail dans les organisations. Quatrième point, aujourd'hui, la digitalisation dans les organisations est vue comme une réelle opportunité pour le partage des connaissances. Voilà en synthèse les 4 points majeurs qui ressortent de nos travaux. Alors je vais les détailler pour que vous ayez un peu plus d'éléments, parce que là ça peut paraître un peu abstrait, mais je vais vous expliquer comment est-ce qu'on est arrivé à l'ensemble de ces points. Donc tout d'abord, la digitalisation est en marche, un peu plus que celle qui est sur l'image ici, effectivement. Ce que l'on va constater, c'est que dans la très grande majorité des organisations, donc là, nous, au sein du club, lorsqu'on interroge les membres, on a identifié qu'il y a pour 75% des personnes qui ont participé au club, eh bien, des démarches structurées de digitalisation existent dans les organisations. Donc c'est quand même très important. La France n'est pas du tout en retard sur ces sujets-là, je préfère le dire tout de suite. On voit là qu'il y a vraiment une prise de conscience du phénomène, une action autour de ce phénomène qui est engagée de la part des entreprises sur n'importe quel secteur, et également pas que les entreprises, puisqu'il y avait des collectivités territoriales au sein de notre club. Donc on voit que ce phénomène est pris en main par les organisations. Alors, là où les choses, l'on peut rentrer un peu plus en détail sur la nature des démarches qui sont mises en œuvre, aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle la première phase, si vous voulez. On est véritablement, la majorité des dispositifs mis en œuvre sont des dispositifs d'acculturation. Ils sont centrés sur la sensibilisation, la formation, la communication en interne ou en externe. Voilà. Majoritairement, c'est sur ces axes que sont mis les accents de la digitalisation, et assez peu, aujourd'hui, il faut le reconnaître, sur les processus de travail et les pratiques de travail. La question du télétravail est peu abordée, la question de l'aménagement de l'espace également. Tous ces sujets-là, pour l'instant, ne sont pas véritablement traités. En majorité, j'entends. Voilà. Alors, autre élément, ce qui est aussi très important et très intéressant, c'est que la priorité aujourd'hui qui est donnée à la transformation digitale est une priorité qui vise en fait les structures. L'objectif est avant tout de casser les silos et d'introduire de la transversalité avec le digital. Là aussi, c'est un angle d'attaque assez particulier. L'idée est de rentrer directement dans les structures et peu dans les pratiques de travail. Ça ouvre aussi un certain nombre de questions, notamment sur est-ce que s'attaquer aux structures n'est pas plus compliqué que s'attaquer aux pratiques de travail. Là, c'est quand même aussi toute une série de questions qui peuvent être posées. Mais ça, c'est un élément que l'on observe aujourd'hui. Alors ensuite, si on regarde les difficultés qui sont remontées concernant les démarches actuelles,
la principale difficulté, la principale faiblesse énoncée concernant les démarches actuelles, c'est que les enjeux de la digitalisation ne sont pas partagés dans l'organisation. Ça veut dire tout simplement qu'il y a quand même aujourd'hui un problème, en tout cas c'est perçu de cette manière-là, un problème de la prise de conscience de l'ampleur des transformations à mener. Clairement, la digitalisation et les changements à mener pour la relation à l'extérieur, le client en particulier, a été très bien comprise. Mais pour l'interne, aujourd'hui, on reste sur une attente très forte de la part des collaborateurs. Donc l'enjeu, c'est que ces démarches de digitalisation qui sont mises en œuvre, pour le collaborateur, soit ne deviennent qu'un discours marketing, c'est-à-dire à destination du client, et qu'elle donc ne reste qu'un beau discours, ou alors que le collaborateur se sente exclu en fait de cette démarche qui aujourd'hui est pourtant en marche, qu'à le dire. Alors, deuxième point que je voudrais aborder, celui du rôle du responsable de transformation digitale. Le constat, oui, voilà, j'ai pas résisté, je vous mets des petites images parce que sinon, voilà. Donc, deuxième point, ce qui ressort de nos travaux, c'est l'émergence d'une nouvelle figure qui est celle du responsable de transformation digitale. Alors, cet acteur est assez particulier, vous allez le voir, ça a donné lieu à beaucoup de discussions dans le cadre du club d'ailleurs. Les compétences clés de cet acteur, c'est savoir gérer l'émergence. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on attend principalement de cet acteur, c'est de savoir mobiliser et de faire converger les acteurs autour de projets innovants et de projets de transformation. Alors, ça revient à dire qu'on attend de lui des capacités, des compétences particulières, notamment d'être très à l'écoute, de savoir soutenir, détecter les innovations et les transformations, de savoir fédérer ces innovations. Et ça signifie très largement, et vous le voyez d'ailleurs sur le graphique, que les compétences sont surtout des compétences qui reposent sur de l'intuition. C'est-à-dire que vous avez peu de méthodes planifiées, organisées, qui permettent véritablement de gérer ça. Donc ça, c'est quand même une situation assez inédite en termes de compétences. On est obligé de faire prioritairement appel à de l'intuition et peu à des méthodes planifiées d'organisation. Alors, du coup, les connaissances qu'on attend de cet acteur, eh bien, sont principalement des connaissances qui vont permettre cette transformation. Donc, on va attendre de lui, en premier lieu, dans l'ordre des priorités, d'abord un très bon relationnel. C'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui ait un sens de l'humain très important, et quelqu'un qui ait des connaissances à la fois de comment est-ce qu'on noue une relation humaine, mais aussi qui ait un bon réseau de connaissances en interne, un bon réseau de connaissances en externe, et donc savoir mobiliser cette relation à l'individu. Deuxième grand type de connaissances par ordre de priorité, il faut connaître l'entreprise dans laquelle on agit, connaître sa culture, son marché, ses produits. Et troisième type de connaissance, donc en dernier lieu seulement, avoir une connaissance du digital. Donc ce qui prouve bien que l'acteur en question est d'avant tout un acteur de transformation, et finalement le digital certes, mais un acteur surtout de la transformation de l'organisation à l'ère du digital. Et on attend de cet acteur de posséder une qualité clé, c'est l'engagement dans son travail. Alors, ceci conduit quand même à un certain nombre de difficultés autour de l'émergence de cette figure. D'abord, il est clair que c'est une position, du point de vue de l'acteur qui la porte, une position qui est absolument passionnante parce que, justement, il est au cœur d'une transformation d'organisation, mais c'est aussi une position qui est un vrai défi à tenir, parce que la démarche de transformation va bousculer très fortement les structures et les états d'esprit, et qu'aujourd'hui, dans le contexte de mutation sociale que nous vivons, de crise économique, les structures et les états d'esprit ont un petit peu du mal à bouger, vous voyez. Donc, ça va être un peu difficile pour la personne qui va prendre en charge ce projet. Donc, l'acteur qui va prendre ce projet va se vivre un peu de manière incomprise par l'organisation. Il va devoir avancer, mais en même temps, l'organisation ne veut pas trop qu'il avance. Donc, c'est un peu schizophrénique quand même comme position. Et le profil auquel on arrive, c'est ce qu'on a réussi à qualifier de profil feu d'artifice. Vous voyez ce que ça signifie, c'est-à-dire quelqu'un qui soit capable
à la fois de partir dans tous les sens, mais également d'irradier, de mobiliser, etc. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, des profils feux d'artifice sont assez mal gérés par les directions des ressources humaines. Donc, globalement, à cet acteur, on va lui dire il faut que vous soyez engagé, mobilisé et que vous vous impliquiez dans cette transformation, mais par contre, vos perspectives d'avenir, eh ben, vous les trouverez tout seul. Vous voyez ? Donc, c'est quand même, du coup, on arrive quand même à une position qui est celle vraiment d'un super-héros de la transformation, voilà, qu'on a appelé le Transformers, voilà. C'est-à-dire, en fait, un acteur à qui on va demander beaucoup, mais, et qui va être en général passionné, qui a des compétences rares, très très difficiles à mobiliser, enfin à trouver, mais en même temps qui a peu de perspectives d'évolution. Pour tenir ce genre de position, tel qu'on l'a décrit, vous voyez, c'est... Bon, ça va nous amener à un certain nombre de préconisations derrière. Voilà. Alors, troisième axe, donc ce qui ressort également, c'est qu'on aboutit à une reconfiguration autonome des pratiques de travail. J'aime beaucoup les mignons parce que ça veut dire beaucoup, ça évoque beaucoup de choses en général. Et là, je trouve que la reconfiguration est un peu celle-ci, en fait. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors, premier élément, bon, les technologies numériques, je ne vous apprendrai rien, sont très très présentes dans le quotidien des acteurs. Elles sont tellement présentes que pour les acteurs, c'est devenu banal d'en parler dans les organisations. Donc on a eu du mal, hein, à mettre le doigt sur toutes les technologies qui étaient aujourd'hui mobilisées par les acteurs sur le terrain. Là, vous avez une liste de ce qui a émergé des questionnaires, et vous voyez que vous avez énormément de choses qui sont mobilisées. Énormément. Et de fait, on va aboutir en fait à un usage qui est un usage très, pour chaque collaborateur, qui est très organisé de ces technologies. C'est-à-dire que vous allez avoir une explicitation très claire des usages de différentes technologies. Vous n'avez pas ce qu'on appelle un effet de superposition de ces technologies. Chaque acteur va dire, voilà, moi j'utilise le téléphone à tel moment, moi j'utilise l'email à tel moment, j'utilise le SMS à tel moment, etc. Donc vous avez véritablement une explicitation très claire de chacun des usages, avec en conséquence une construction autonome d'une nouvelle pratique de travail, où les collaborateurs vont vous expliquer, eh bien, moi je travaille quand je veux, à distance, je travaille où je veux, et puis je m'organise, voilà, je fais un peu comme je le souhaite. Donc vous avez un temps de travail, un espace de travail qui est redéfini complètement librement. Et puis les collaborateurs, pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, savent stopper l'usage de ces technologies quand ils le souhaitent. Je coupe mon smartphone quand j'ai envie, j'éteins mon email quand j'ai envie. Vous voyez, donc il y a quand même une reconfiguration de l'ensemble de ces pratiques de travail. En parallèle, et en conséquence, vous avez une perception très positive des opportunités qui sont offertes pour le collaborateur par le digital. Voilà, et alors ça c'est important de l'évoquer parce que pour les collaborateurs, le futur sera bien meilleur avec le digital. On sera beaucoup plus autonome, on aura des échanges beaucoup plus riches, on n'aura plus les contraintes des procédures, on n'aura plus les contraintes du contrôle. Voilà, donc c'est une vision très positive de ce qu'apporte le digital. Bon, néanmoins, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de difficultés qui émergent, en tout cas dans la phase de transformation. La première, c'est que, eh bien, on a quand même un risque d'appropriation disparate, que bon, chacun va redéfinir sa manière de travailler. Il n'empêche qu'il n'est pas sûr que ce que chacun redéfinisse corresponde à ce que les autres redéfinissent. Donc il va y avoir un certain nombre d'incompréhensions qui vont commencer à émerger. Ça se voit très nettement sur l'usage de l'email. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de personnes qui considèrent l'email comme un outil de chat, c'est-à-dire qu'on attend une réponse immédiate de la personne et quand la personne ne répond pas, on s'énerve. Vous avez des chefs d'équipe qui considèrent que leurs équipes doivent répondre à leur email le week-end. Or, ce n'est pas forcément ce que pensent les équipes parce que ce n'est pas écrit dans les conventions collectives et dans les contrats de travail. Donc, il y a là aujourd'hui une grande difficulté par rapport à ces questions-là. Il n'y a pas eu de discussion sur les règles de travail autour du digital. Deuxième élément, on aboutit quand même à un certain nombre d'injonctions paradoxales qui sont mal vécues. Les technologies numériques vont ouvrir un espace d'autonomie et de liberté pour les acteurs. Néanmoins, en parallèle, on a un renforcement des procédures de contrôle.
Donc vous allez avoir une situation pour le collaborateur qui est très difficile à vivre, où on lui dit « soyez très autonome, mais attention, dites-nous ce que vous faites avec votre autonomie ». Ça devient très dur à gérer, c'est très très compliqué. Et puis, eh bien, vous avez ensuite des effets de bord qui vont apparaître. Donc le premier, c'est ce que vous connaissez tous, c'est ce qui est sur cette image, c'est l'envahissement numérique. Mais vous en avez beaucoup d'autres, et notamment ce qu'on a mis en évidence dans les travaux du club, c'est la force et l'importance que vont prendre les interruptions du travail. Aujourd'hui, plusieurs études l'ont montré, dans le cadre d'une activité justement de cadre, sur 7 heures de travail, vous avez 5 heures d'interruption, volontaire ou involontaire, soit physique, soit par des outils numériques. Comment peut-on travailler, décider, agir, réfléchir avec 5 heures d'interruption sur 7 heures de travail? Ça pose quand même toute une série de questions là aussi. Dernier point, celui sur le partage des connaissances. Alors, ce qui est tout à fait intéressant sur le partage des connaissances, c'est qu'aujourd'hui, on a une vision qu'on appelle instrumentale sur le partage des connaissances. C'est-à-dire que pour les collaborateurs, le partage des connaissances est majoritairement associé à l'usage des technologies de l'information et de la communication. Pas à la formation, pas au compagnonnage, non, à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Pourtant, ce qu'on attend du partage des connaissances a radicalement évolué. Et aujourd'hui, on attend du partage de connaissances qu'il soit capable de résoudre tous les problèmes liés à la taille de l'entreprise. C'est-à-dire les problèmes de visibilité, d'identité, donc connaître qui fait quoi, en gros, le sens de l'action collective, casser les silos, tout ça, on l'attend du partage des connaissances. Et il y a là une évolution très nette dans ce que l'on attend de la gestion des connaissances, puisqu'il y a quelques années, la priorité était plutôt sur l'amélioration des pratiques opérationnelles, puis l'innovation. Et aujourd'hui, on attend du partage des connaissances qu'il soit capable de résoudre les problèmes liés en fait à la question du sens de l'action collective. Donc on a là quand même un enjeu important sur le partage des connaissances. Alors dans ce contexte-là, comme on associe la gestion des connaissances et le partage des connaissances à l'utilisation des technologies, eh bien le digital est vu comme quelque chose d'extrêmement positif et comme une opportunité qui va permettre d'améliorer et d'accélérer le partage des connaissances. Donc ceci conduit aussi, là, à un certain nombre de difficultés. Le premier, c'est qu'on va avoir le digital qui va être sur cette thématique-là, sur cet axe-là, qui va être un peu vu comme un véritable outil magique qui va permettre d'améliorer le partage des connaissances et en conséquence qui va permettre d'améliorer le travail collectif. Or, le problème, c'est que les outils qui sont proposés aujourd'hui sur le marché et qui sont mis à disposition pour le partage des connaissances ne sont pas toujours adaptés aux organisations. Ils sont souvent mal utilisés, mal compris et donc inefficaces. Donc on a là quand même une difficulté qui est à gérer. Alors, donc ceci m'amène aux pistes d'amélioration que nous avons identifiées dans le cadre des travaux du club. Donc, premier élément, qui peut paraître évident, mais qui en fait ne l'est pas, il va s'agir, une des pistes d'amélioration pour nous, c'est d'abord de travailler à une appropriation des outils par les acteurs de l'entreprise. C'est-à-dire passer du stade de la mise à disposition de l'outil au véritable accompagnement à la création de nouvelles pratiques de travail. Aujourd'hui, on le voit bien, il manque quand même un travail commun sur la création de nouvelles pratiques et de règles de travail autour des technologies. Et ça, c'est quand même important de le rappeler. Les technologies ne sont qu'un support à la pratique de travail. Il faut évidemment travailler autour des règles de travail si on veut que les technologies soient efficaces. Et la conséquence, c'est qu'il manque aujourd'hui des dispositifs de gouvernance autour de ces technologies. Comment est-ce qu'on décide qui, justement, a la main sur toutes ces technologies numériques? Comment est-ce qu'on décide aussi qui utilise les données qui sont échangées sur ces technologies numériques? Tout ça nécessite quand même une réflexion. Deuxième piste d'amélioration, eh bien, là aussi, ça ne va pas vous surprendre par rapport à ce que je viens d'évoquer, travailler avec les métiers, dans les métiers, et oser les expérimentations.
Donc, proposer des expériences locales en prise avec en fait, la pratique de travail et centrer tout cela sur une expérience tenter des expériences et généraliser ces expériences si elles sont efficaces et pertinentes. Mobiliser du coup plus largement les acteurs de terrain dans cette transformation, évidemment, qui aujourd'hui se sentent un petit peu absents, en fait, enfin, en tout cas pas pris en compte. Et troisième axe, reconnaître et gérer les compétences et les profils de transformation. Il y a probablement un talent management spécifique à construire sur les profils qui prennent en charge la transformation numérique. En tout cas, il serait bon de leur proposer un après si on veut arriver à les motiver sur l'avant. Voilà. Alors, à partir de ça, donc aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'éléments de réflexion pour le club saison 2, disons, 2015. Ce sur quoi nous envisageons de travailler, c'est d'abord justement ce fameux Digital Talent Management. Quel doit-il être? Sur quelle base travailler? Comment identifier? Comment développer les potentiels de demain? Ensuite, ce qui est au cœur en fait de la réflexion, c'est le digital au service de l'expérience collaborateur, et je pense qu'on en reparlera beaucoup cet après-midi. Clairement, les entreprises ont fait beaucoup pour le client, il y a des choses qui émergent pour les collaborateurs. Bon, maintenant, on peut passer à la deuxième phase et accompagner plus fortement le collaborateur dans sa pratique digitale. Troisième axe, quand même, il est intéressant de réfléchir plus globalement à l'avenir du travail, aux enjeux de gouvernance et d'éthique autour du digital. Ces questions méritent d'être posées. Aujourd'hui, on voit bien que tout ça, finalement, sous-tend beaucoup de réflexions des collaborateurs. Donc, c'est le troisième axe sur lequel nous proposons, là aussi, de travailler. Voilà, j'en ai terminé sur cet aspect-là. J'espère ne pas avoir été trop longue. Je présente rapidement le programme et les intervenants de cet après-midi qui vont pouvoir répondre en partie aux premières questions qu'on a posées. Et puis, je laisserai la place aux membres du club pour répondre aux questions. Alors, donc, Éric Juin, d'abord, interviendra juste après nos échanges. Donc, Éric Juin, voilà son titre aujourd'hui. C'est ça, je ne me suis pas trompée. Voilà. C'est bien mieux que celui que j'avais trouvé. Voilà, donc moi je préfère défricheur ou explorateur du digital, personnellement. Je pense que ça correspond mieux à Éric. Donc Éric interviendra tout à l'heure et nous présentera justement ses réflexions, puisqu'il travaille depuis de nombreuses années sur cette question du digital. Puis Ludovic Guilcher, DRH adjoint d'Orange, ainsi que Xavier Terrasse, directeur du programme Digital Marketing de BNP Paribas, interviendront sur la question nouvelles organisations, nouveaux modes de travail, quelle expérience salariée demain, qui, on l'a vu, est quand même la question clé en fait que l'on est en train de se poser. Et puis, nous laisserons la parole à Bernard Stiegler, qui donc est directeur de l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Georges Pompidou, qui nous fera le plaisir de nous apporter sa perspective sur cette question du digital et de la transformation que l'on est en train de vivre. Pardon. Voilà, donc avant de conclure complètement, je voudrais quand même remercier très chaleureusement l'Envie qui nous donne la chance de pouvoir travailler de cette manière-là. Je voudrais remercier Quentin Deslandres qui fait un travail remarquable et qui nous aide énormément et qui même est au cœur du dispositif. Nicolas Trevet qui est aussi au fond de la salle et sans lui, on n'arriverait pas à travailler. Donc je voudrais vraiment le remercier. Et Didier également qui nous aide beaucoup. Donc merci beaucoup à tous les trois parce que c'est un gros travail que vous faites et on ne vous le dit pas assez souvent. Voilà, merci beaucoup.